Bienvenue dans l'histoire de la France. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime pour soutenir ce travail. On nous a appris à croire que la guerre de 100 ans commence par une querelle dynastique presque abstraite, une dispute de couronne entre rois lointains, une affaire de droits féodaux incompréhensible pour le commun des mortels. On nous a répété que c'était une guerre médiévale, confuse, primitive, faite de chevaliers en armure se battant pour l'honneur. Cette version rassure, parce qu'elle réduit le conflit à un problème de succession. Mais cette image est fausse, et surtout elle masque ce que cette guerre représente réellement pour la France. Au milieu du XIVe siècle, la France n'est pas un royaume sûr de lui, solide, prêt à affronter un siècle de guerre. C'est un territoire immense, riche mais fragile, un espace traversé de tensions sociales, de conflits de pouvoir, de rivalités entre seigneurs, de villes jalouses de leurs privilèges et de campagnes épuisées par les impôts. Quand la guerre commence, la France n'est pas prête, pas politiquement, pas militairement, pas mentalement. En l'an 1337, lorsque le roi d'Angleterre Édouard de la maison de Plantagenet revendique officiellement la couronne de France, le problème n'est pas seulement la revendication elle-même, le problème était que cette revendication tombe sur un royaume déjà fissuré. À Paris, la cour de Philippe de Valois s'efforce de maintenir l'apparence de l'autorité. Mais sous cette façade, le pouvoir royal repose sur des équilibres précaires. La noblesse française est puissante, jalouse de son autonomie, peu encline à obéir à un roi qu'elle considère comme un arbitre plus que comme un chef absolu. Le roi n'a pas d'armée permanente, il dépend de l'ost féodal, c'est-à-dire de contingents fournis par les seigneurs, convoqués pour une durée limitée. Ces hommes viennent avec leurs propres intérêts, leurs propres querelles, leur propre conception de la guerre. Dans les villes, la situation n'est guère meilleure. Les grandes cités comme Paris, Rouen, Orléans ou Reims sont riches, commerçantes, mais profondément méfiantes envers le pouvoir central. Elles paient des impôts, mais exigent en échange des garanties, des chartes, des exemptions. La loyauté au roi est conditionnelle. Dans les campagnes, la majorité de la population vit au bord de la subsistance. Les mauvaises récoltes ne sont pas rares. La pression fiscale augmente, et le souvenir des famines du début du siècle est encore présent. C'est dans ce contexte que la revendication anglaise arrive, non pas comme un choc soudain, mais comme un révélateur, car l'Angleterre, contrairement à l'image d'un royaume plus faible, arrive avec un avantage décisif, un État plus compact, une noblesse habituée à combattre ensemble, une monarchie qui a déjà commencé à structurer ses finances et son armée. Édouard n'avance pas seulement une prétention juridique. Il avance avec une logique politique et militaire claire. Il sait que la France est grande mais mal coordonnée, riche mais lente, puissante en théorie, vulnérable en pratique. En France, on ne perçoit pas immédiatement la nature du danger. À la cour, beaucoup considèrent la revendication anglaise comme une provocation parmi d'autres, une querelle féodale qui se réglera par quelques batailles, quelques traités, quelques mariages. On sous-estime l'adversaire. Et surtout, on surestime le modèle de guerre français. La noblesse française croit encore que la guerre se gagne par le choc frontal, par la cavalerie lourde, par l'affrontement direct entre chevaliers. C'est une guerre d'honneur, de rang, de prestige. Ce modèle a fonctionné dans le passé. Mais le monde a changé. Les campagnes anglaises en Écosse et en Gascogne ont déjà montré l'efficacité de tactiques différentes, infanterie disciplinée, archers entraînés, mobilité, guerre d'usure. En France, ces leçons sont connues, mais ignorées. La monarchie française n'a pas encore intégré l'idée que la guerre moderne n'est plus une affaire de nobles isolés, mais de systèmes, logistique, renseignement, finances, coordination. En 1337, lorsque la guerre est officiellement déclarée, rien n'est prêt, les finances royales sont sous tension, les routes ne sont pas sécurisées, les fortifications sont inégales. Et l'armée, au sens moderne, n'existe pas. La France entre dans la guerre avec un avantage numérique potentiel, mais sans structure capable de le transformer en force réelle. Ce déséquilibre est visible dès les premières années. Les raids anglais frappent les côtes, les campagnes, les villages. Ils ne cherchent pas immédiatement la conquête totale. Ils cherchent à désorganiser, à terroriser, à épuiser. Les paysans voient passer des colonnes armées, les récoltes brûlent, les granges sont vidées, les routes deviennent dangereuses. Et l'État français réagit lentement. Les ordres mettent du temps à circuler, les seigneurs hésitent à mobiliser leurs hommes. Certains attendent de voir comment la situation évolue. D'autres protègent uniquement leurs propres terres. La guerre révèle une vérité que l'on préfère taire. La France n'est pas un bloc uni. Les rivalités internes sont partout, entre grandes familles, entre provinces, entre villes et campagnes. La couronne tente de maintenir l'unité, mais elle n'a ni les moyens administratifs, ni l'autorité absolue pour l'imposer. Pendant ce temps,
La guerre change de nature. Ce n'est plus seulement une lutte entre rois, c'est une guerre qui s'infiltre dans le quotidien, qui détruit l'économie locale, qui brise les réseaux de commerce, qui fait basculer des régions entières dans l'insécurité permanente. Les populations commencent à comprendre que ce conflit ne sera pas court, mais cette prise de conscience arrive trop tard. La France entre dans la guerre de 100 ans avec une vision ancienne de la guerre et une structure politique inadaptée à un conflit prolongé. Ce décalage entre l'ampleur du danger et la réponse du royaume est le véritable point de départ de la catastrophe. Car une fois la guerre lancée, il devient impossible de revenir en arrière, les alliances se figent, les intérêts se durcissent, les logiques de vengeance prennent le pas sur la négociation. La revendication anglaise n'est plus seulement une question de droit, elle devient une question de survie politique. À ce moment précis, la France joue plus que sa couronne. Elle joue la cohésion de son territoire, la crédibilité de sa monarchie et la capacité même de l'État à protéger ceux qu'il gouverne. Ce que la guerre de 100 ans va exposer, ce n'est pas seulement la violence des batailles, c'est la fragilité d'un système entier. Et au moment où la plupart des acteurs pensent encore contrôler la situation, les mécanismes qui vont entraîner la France dans des décennies de chaos sont déjà en mouvement. Rien n'est encore perdu, mais tout est désormais en danger. La situation se tend sans basculer encore dans l'effondrement, mais il devient clair que ce qui fonctionnait jusque-là ne suffit plus. Les réponses habituelles de la monarchie française, lentes, fragmentées, négociées au cas par cas avec les grands seigneurs, ne parviennent plus à contenir la pression. La guerre, au lieu de se stabiliser, s'étire, s'étend et s'installe dans la durée. Au début des années 1340, le pouvoir royal continue d'agir comme si le conflit pouvait être contenu par des démonstrations ponctuelles de force. On convoque l'hosté, on lève des taxes extraordinaires, on négocie des soutiens locaux, mais rien n'est coordonné à l'échelle du royaume. Les campagnes anglaises ne cherchent pas la bataille décisive. Elles frappent les points faibles, les zones mal défendues, les territoires où l'autorité royale est contestée ou absente. La Normandie, la Picardie, la Guyenne deviennent des espaces de passage. Les villages sont pillés, les récoltes détruites, les populations déplacées. Face à cela, les ordres venus de Paris arrivent trop tard, les seigneurs locaux hésitent, certains négocient avec l'ennemi, d'autres attendent de voir de quel côté penchera la balance. Le système féodal montre ses limites. Chaque seigneur protège d'abord ses terres, la défense du royaume passe au second plan. Dans ce contexte, Philippe de Valois prend une décision qui paraît logique selon les règles anciennes. Il cherche l'affrontement direct. Il veut forcer l'ennemi à accepter une bataille rangée, une bataille où la supériorité numérique et la cavalerie française doivent faire la différence. Ce choix n'est pas perçu comme une erreur sur le moment. Il correspond à la culture militaire dominante, à la vision de l'honneur et de la guerre partagée par la noblesse, mais ce choix enferme la France dans un schéma rigide. Pendant que la couronne prépare cette confrontation, l'Angleterre poursuit une stratégie différente. Elle évite le choc frontal, elle privilégie les raids, la pression économique, la désorganisation, les routes commerciales sont coupées, les foires déclinent, les revenus royaux diminuent, pour compenser, la fiscalité augmente, les tailles et aides exceptionnelles deviennent plus fréquentes, la population urbaine commence à gronder. À Paris, à Rouen, à Reims, les marchands se plaignent, ils paient pour une guerre dont ils ne voyaient pas les résultats. Dans les campagnes, la situation est encore plus dure. Les paysans fuient, les terres sont abandonnées, les seigneuries perdent leurs revenus. Cette spirale affaiblit l'ensemble du système. À mesure que les années passent, une réalité s'impose. La guerre ne sera ni courte ni limitée. C'est dans ce climat que se prépare l'affrontement majeur, non pas comme une rupture annoncée, mais comme l'aboutissement logique de choix accumulés. En 1346, Édouard d'Angleterre lance une nouvelle campagne sur le continent. Il débarque en Normandie, avance rapidement, pile camp. La rapidité de cette progression surprend, les défenses locales sont contournées, les communications françaises sont prises de court. Philippe de Valois rassemble ses forces, la noblesse répond à l'appel, des milliers de chevaliers se mettent en route. L'idée est simple, forcer l'ennemi à combattre, mettre fin à la campagne par une démonstration de puissance. Mais sur le terrain, les signaux d'alerte s'accumulent. Les éclaireurs rapportent la discipline des troupes anglaises, la présence massive d'archers, la préparation du terrain. Ces informations circulent, mais elles sont minimisées, relativisées. Le commandement français reste confiant, trop confiant. La pression politique joue un rôle majeur. Reculer serait reconnaître la faiblesse. Éviter la bataille serait perdre la face devant la noblesse. Ainsi, malgré les doutes, la machine avance. Les décisions prises à ce moment-là ne sont pas le fruit de l'aveuglement d'un seul homme, elles sont le produit d'un système, d'une culture,
d'une vision du monde. La France continue d'agir comme un royaume du siècle précédent, alors que la guerre, elle, a déjà changé. À l'approche de l'affrontement, les lignes sont tracées, l'Angleterre impose le rythme, la France accepte le terrain, ce n'est pas encore la défaite, mais ce n'est plus une simple rivalité. À partir de cet instant, le conflit cesse d'être une succession de raids et de négociations. Il entre dans une phase où chaque décision engage l'avenir du royaume. Les mécanismes sont en place, les options se réduisent, la France n'est plus en position de choisir le type de guerre qu'elle mène. Elle est contrainte de répondre, et même si, à ce stade, beaucoup croient encore que la force brute suffira, la logique des événements a déjà pris le dessus, ce qui se joue, désormais, dépasse la volonté des individus. La suite dépendra non plus des intentions, mais de ce qui se passera lorsque les armées se feront face. Les ordres partent, sans préambule, et le mouvement commence avant même que tous aient compris qu'il ne pourra plus être arrêté. L'armée française se met en marche dans les derniers jours de l'été de l'an 1346, lourde, nombreuse, sûre de sa force, avançant vers le nord dans l'idée d'écraser une armée anglaise perçue comme inférieure. Les chevaliers arrivent par vagues, chacun avec sa suite, ses hommes, ses bannières, ses habitudes, sans véritable commandement unifié sur le terrain. En face, Édouard d'Angleterre a déjà choisi l'espace et le temps. Il ne cherche pas la fuite mais l'arrêt contrôlé. Il s'installe sur une position défensive près du village de Crécy, entre des pentes douces, des chemins étroits, des haies et des terrains labourés récemment par la pluie. La pluie tombe encore lorsque les premières unités françaises approchent, rendant le sol lourd, collant, instable pour les chevaux. Les éclaireurs français signalent la position anglaise, les archers disposés en ligne, les pieux plantés dans le sol, les fantassins regroupés, mais ces informations se perdent dans le bruit de l'arrivée massive de la noblesse. Chacun veut être vu, chacun veut frapper le premier, chacun veut participer à ce qui est perçu comme une victoire annoncée. Le roi Philippe est présent, mais il n'a pas le contrôle direct des mouvements immédiats. Les ordres sont relayés, discutés, parfois ignorés. Les arbalétriers génois, placés en avant, avandent sous la pression de la cavalerie qui les suit de trop près. Leurs cordes sont détrempées par la pluie, leurs armes moins efficaces, leur progression désordonnée. Lorsque les premiers traits sont tirés, la réponse anglaise est immédiate. Les archers au long arc, protégés, secs, préparés, tirent en salve rapide. Les projectiles tombent avec une cadence inconnue de nombreux chevaliers français, les arbalétriers reculent, cherchent à se replier, mais l'espace manque. Derrière eux, la cavalerie s'impatiente, les ordres se contredisent, certains crient d'avancer, d'autres de se retirer, la confusion s'installe, des chevaliers français chargent malgré tout, traversant leurs propres fantassins, écrasant les arbalétriers en retraite. Les premières charges se brisent sur le terrain boueux et les lignes anglaises intactes. Les chevaux glissent, tombent, se blessent, les archers continuent de tirer, visant les montures autant que les hommes. Chaque chute crée un obstacle supplémentaire pour ceux qui suivent. La bataille ne se déroule pas comme un affrontement frontal clair, mais comme une succession de chocs désorganisés. Les unités françaises arrivent par vagues non coordonnées, certaines chargent sans soutien, d'autres hésitent, d'autres encore n'ont même pas reçu d'ordre précis. La nuit commence à tomber lentement, mais l'engagement ne cesse pas. La noblesse française insiste, convaincue que la masse finira par l'emporter, les pertes augmentent, les cris couvrent les ordres, les blessés s'accumulent au sol, piétinés. Côté anglais, la ligne tient, les commandements sont courts, clairs, exécutés, les archers ajustent leurs tirs. Les fantassins protègent les points faibles, le roi d'Angleterre observe, intervient peu, laissant le dispositif fonctionner. Au centre de la bataille, la répétition des charges françaises devient mécanique. Chaque attaque échoue pour les mêmes raisons, terrain défavorable, fatigue, désorganisation, mais personne ne parvient à imposer l'arrêt. À un moment, le roi de France est blessé, légèrement, mais l'information circule. Certains y voient un signe de malheur, d'autres redoublent d'efforts pour prouver leur loyauté. La bataille se prolonge bien au-delà de ce qui avait été prévu. Lorsque la nuit tombe réellement, l'armée française est épuisée. Les pertes sont lourdes parmi la haute noblesse. Des seigneurs importants manquent à l'appel. Les survivants se retirent par fragments, sans ordre général. Le champ reste aux mains des Anglais. Au matin, le constat est sans appel. L'armée française s'est disloquée sans avoir percé. La supériorité numérique n'a rien changé. La position anglaise est intacte. Les morts jonchent le terrain, les bannières françaises sont abandonnées. Ce n'est pas seulement une défaite tactique, c'est la démonstration brutale que le modèle militaire français ne fonctionne plus face à cette manière de faire la guerre.
le contrôle du champ de bataille appartient désormais à l'Angleterre. La route du Nord est ouverte, la dynamique du conflit vient de basculer dans les faits, sans qu'aucun discours ne l'ait encore formulé. Au lendemain de l'affrontement, le silence qui s'installe sur le champ près de Crécy est lourd et sans équivoque. Les Anglais contrôlent l'espace, leurs positions n'ont pas été enfoncées, leurs lignes tiennent encore, tandis que l'armée française s'est retirée sans ordre, laissant derrière elle des corps, des armes, des bannières et des chevaux morts. Les pertes parmi la noblesse française sont immédiatement visibles, de grands noms manquent à l'appel, des lignées entières sont touchées, ce qui crée un choc politique autant que militaire. Les survivants regagnent leurs terres ou se replient vers le sud, portant avec eux des récits fragmentaires, confus, mais tous concordent sur un point. La bataille n'a pas été perdue par manque de courage, mais par un enchaînement de désordres et de décisions irréversibles du côté anglais. On ne poursuit pas immédiatement, on consolide, on compte, on observe, on comprend que l'essentiel a déjà été acquis. La route du nord de la France est désormais ouverte, les défenses locales sont affaiblies et surtout la capacité de la couronne française à imposer une réponse rapide est sérieusement entamée. À Paris, la nouvelle arrive avec retard, portée par des messagers fatigués et des rumeurs amplifiées, mais elle provoque une onde de stupeur. La cour ne cherche pas à célébrer ou à analyser, elle cherche d'abord à comprendre l'ampleur réelle de ce qui s'est produit. Le roi Philippe reste en vie, ce qui évite une crise immédiate de succession, mais son autorité est atteinte non par une remise en cause ouverte, mais par une perte de confiance diffuse. Les conseils se réunissent, les discussions se multiplient, mais aucune réponse claire n'émerge. Les finances royales, déjà sous pression, doivent faire face à de nouvelles exigences, car la guerre ne ralentit pas. Les Anglais, forts de leur position, poursuivent leur stratégie méthodique, évitant les confrontations inutiles, consolidant leurs gains, s'appuyant sur des ports, des villes prises ou affaiblies. Dans les régions traversées, la population comprend que la protection royale n'est plus garantie. Des villages se fortifient sommairement, d'autres sont abandonnés, les routes deviennent dangereuses, les échanges ralentissent, les villes, jusque-là prudentes mais loyales, commencent à négocier leurs priorités, certaines renforcent leurs milices, d'autres cherchent à limiter leurs contributions financières. La guerre cesse d'être un événement ponctuel et devient une condition permanente. Ce changement se reflète dans les décisions administratives. La fiscalité exceptionnelle tend à devenir régulière, ce qui accentue les tensions sociales. Les marchands voient leurs profits diminuer, les artisans subissent la baisse de la demande, les paysans portent le poids le plus lourd. Sur le plan militaire, la défaite met en lumière l'inadaptation des structures françaises, la dépendance à l'hosté féodale, la fragmentation du commandement, l'absence de coordination entre infanterie et cavalerie ne sont plus des abstractions, mais des faits constatés. Pourtant, les réformes ne suivent pas immédiatement, la noblesse conserve ses réflexes, son prestige, son poids politique. Changer de modèle signifierait remettre en cause un ordre social entier. Pendant ce temps, l'Angleterre consolide sa réputation militaire. Les cours étrangères observent avec attention, dans les principautés voisines, on commence à percevoir la France non plus comme une puissance incontestable, mais comme un royaume vulnérable. Cette perception influence les alliances, les neutralités, les calculs diplomatiques. À l'intérieur du royaume, la guerre modifie les comportements, la peur devient structurelle, non plus liée à une bataille précise, mais à l'incertitude permanente. Des bandes armées apparaissent, profitant du désordre, aggravant l'insécurité. La frontière entre guerre officielle et violence diffuse s'estompe. Dans ce contexte, la monarchie tente de réaffirmer son autorité par des ordonnances, des convocations, des appels à la loyauté, mais ces textes, souvent rédigés à Paris, peinant à se traduire en actions concrètes sur le terrain, la distance entre le centre et les périphéries s'élargit, la guerre agit comme un révélateur brutal des failles de l'État, elle montre ce qui tient encore et ce qui cède. À mesure que les années passent, la défaite initiale n'est plus un souvenir isolé, elle devient un point de référence. On y revient dans les discussions, dans les justifications, dans les accusations. Certains y voient une erreur de commandement, d'autres un manque de discipline, d'autres encore la trahison de certains seigneurs. Aucune lecture unique ne s'impose, mais toutes reconnaissent que quelque chose s'est rompu. Cette rupture n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. La certitude que la France est invincible sur son sol a disparu.
cela change la manière dont les décisions sont prises. Avec plus de prudence parfois, avec plus de panique à d'autres moments, la guerre de 100 ans, à partir de ce point, ne peut plus être pensée comme une série de campagnes. Elle devient une transformation lente et douloureuse du royaume. Les institutions s'adaptent sous la contrainte, de nouvelles formes de levée apparaissent. La place de l'infanterie évolue progressivement, la fiscalité se centralise davantage, mais ces évolutions prennent du temps et chaque retard a un coût humain. Les populations vivent désormais dans un état de tension prolongée. La mémoire de la bataille ne se transmet pas comme un récit héroïque, mais comme un avertissement dans les chroniques. Les mots sont mesurés, parfois sévères. On parle de désordre, de confusion, de pluie, de terrain, rarement de gloire. Ce ton reflète une prise de conscience. La guerre n'est plus un théâtre d'honneur, mais une mécanique implacable. À l'étranger, les observateurs notent que la France, malgré ses ressources, peine à les mobiliser efficacement. Cette contradiction devient un élément central de la perception du conflit. La guerre continue, année après année, changeant de forme, de rythme, d'intensité, mais jamais de nature. Elle reste une épreuve de résistance politique, sociale et administrative. Le choc initial a ouvert une période où chaque victoire ou défaite s'inscrit dans une durée longue. Ce qui a commencé comme une revendication dynastique est désormais un affrontement structurel. La France ne sort pas détruite immédiatement, mais transformée sous la pression. Ce processus est lent, inégal, douloureux, il produit des résistances, des adaptations, des ruptures. Et c'est dans cette durée, bien plus que dans un seul affrontement, que se joue l'histoire réelle de la guerre. La bataille n'a pas décidé de tout, mais elle a fixé le cadre. Elle a montré les limites, révélé les failles, imposé un rythme. À partir de là, la France n'a plus le choix. Elle doit apprendre, s'adapter ou subir. Cette contrainte marque profondément le siècle qui suit. Et lorsque l'on regarde rétrospectivement le conflit, ce n'est pas la longueur qui frappe, mais la manière dont un royaume entier a dû se redéfinir pour survivre. Cette histoire ne se termine pas dans le fracas d'une victoire finale ici, elle se clôt dans la prise de conscience progressive que la guerre a changé la France autant que la France a continué la guerre. Excusez l'utilisation d'une voix générée par intelligence artificielle pour ce récit, et n'hésitez pas à laisser un commentaire avec des remarques ou des suggestions constructives afin d'améliorer la qualité des prochaines vidéos.